Salut les photographes, aujourd'hui on va s'intéresser à la haute résolution, voire la très haute résolution. Les fabricants d'appareils photo sortent maintenant très souvent deux boîtiers, un boîtier avec une résolution normale et un boîtier avec une haute résolution. C'est ce qui s'est passé chez Sony, c'est ce qui se passe chez Nikon, c'est probablement ce que Canon va annoncer. Donc du coup, je pense que maintenant la décision va souvent se faire sur ce facteur-là. Et donc du coup, je crois que c'est intéressant qu'on s'y intéresse aujourd'hui, qu'on regarde dans les détails, dans quel cas c'est utile, dans quel cas c'est pas utile, et vraiment regarder en profondeur cette question-là pour que vous puissiez vous faire votre opinion, parce que tout le monde n'a pas besoin d'une super haute résolution. Alors, je vais commencer par dire, il ne faut pas vous inquiéter si vous entendez un petit peu de bruit derrière, c'est encore les vacances ici, il y a de la famille, donc voilà, tout le monde vit sa vie. Mais je pense qu'avec le petit micro là, normalement, vous entendrez très bien. J'ai mon plan sur mon téléphone, donc vous inquiétez pas si je regarde, si je baisse un peu les yeux de temps en temps. Donc, la première question, c'est, voilà, jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à il y a quelques années, le facteur de différenciation des appareils photo était généralement sur la rafale, sur la basse lumière, mais assez peu sur la résolution quand même. On a globalement évolué graduellement de 5-6 mégapixels jusqu'à 10-12, jusqu'à 18, et puis aujourd'hui plutôt 24, qui est un petit peu la norme. Et c'est plutôt récent finalement d'avoir une sorte de tri de gamme entre la résolution. Et en fait, la raison est plutôt simple pour les fabricants, c'est que de nos jours, on est capable de faire des appareils avec des super bonnes rafales. Il y a quelques années, vous deviez choisir entre un 6D et puis un 5D par exemple. Le 5D avait une bonne rafale à 7-8 images secondes, le 6D était à 3-4. Pareil sur les APS, c'est pareil un peu partout. Mais depuis quelques temps, on a vu que les fabricants étaient capables de sortir des appareils avec des rafales à 10-12 images par seconde, même avec des capteurs avec de la très haute définition. Donc quelque part, tout le monde est content, parce qu'il y a quelques années, tout le monde était super content d'avoir 10 ou 12 images par seconde, c'était le top du top. Donc c'est plus vraiment un facteur différenciant, à part pour les cas très très extrêmes où vous avez besoin de 20 images par seconde, mais c'est très très rare. Un peu pareil sur la basse lumière, tous les fabricants ont bien travaillé là-dessus, ça progresse, évidemment ce serait toujours mieux d'avoir des meilleures performances en basse lumière, mais globalement les performances sont très très bonnes de ce côté-là. Donc en dehors de toutes les petites options, de l'ergonomie des boîtiers qui est super importante aussi, finalement le gros facteur de différenciation c'est la résolution. Donc je trouvais que c'était intéressant d'essayer de comparer à cadrage égal, parce que très souvent ce qu'on fait et ce qu'on voit dans les tests, c'est qu'on va comparer au niveau du pixel. Et évidemment, un capteur avec une très haute résolution a des plus petits pixels, donc chaque pixel capte moins de lumière, et donc forcément le bruit, par exemple, est plus élevé au niveau du pixel, la plage dynamique est un peu plus faible, etc. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder surtout au niveau de un cadrage égal, parce que finalement, notre photo, peu importe le capteur avec lequel on l'a pris, on va la montrer dans un cadre particulier. On va la montrer dans une taille particulière, soit sur un téléphone, soit sur un écran d'ordinateur, soit dans un cadre imprimé, par exemple. Donc voilà, ça n'aurait pour moi pas de sens de comparer au niveau du pixel, puis vous avez déjà beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été faire plusieurs tests, j'ai été faire la même photo avec mon 1100D qui fait 12 mégapixels, le 70D qui a 20 mégapixels, le A7 III qui a 24 mégapixels, le A7R III qui a 42 mégapixels, et j'ai fait le A7R III avec le Pixel Shift juste pour le plaisir, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Alors, il y a quelques biais dans ces tests, parce que je vous vois venir, je sens que je vais être beaucoup critiqué dans cette vidéo, comme c'est souvent le cas quand j'essaie de rentrer dans des détails un peu techniques. Mais en fait, je fais juste que partager avec vous des tests que j'ai faits, je trouve les conclusions intéressantes et donc je partage ça avec vous. Ces tests ne sont pas les plus scientifiques du monde, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, avec mes moyens aussi. Et donc, c'est la Java derrière. Et donc voilà, je sais que ce n'est pas les tests les plus parfaits du monde, mais je n'ai jamais vu de test parfait non plus, parce qu'il y a toujours un moyen de faire autrement de toute façon. Donc par exemple, là les biais qu'on peut avoir, c'est que je n'ai pas utilisé le même objectif sur le 1100D et le 70D que sur le A7 III et le A7R III. L'objectif est un petit peu moins bon. J'ai aussi un APS-C d'un côté et un plein format de l'autre, ce qui veut dire qu'on a possiblement du contraste un petit peu différent, peut-être un petit peu plus élevé sur le plein format. Donc voilà, prenez ça avec un petit grain de sel, mais je trouvais ça intéressant parce que le 70D et le A7 III ont à peu près le même nombre de mégapixels de toute façon. Donc voilà, j'ai fait ça sous forme de questions, il y a 4-5 questions qu'on se pose, et donc je vais vous les poser et on va y répondre ensemble. Donc les questions 0, c'est si votre seul but c'est de pouvoir visualiser les photos en plein écran sur votre ordinateur, parce que vous les regardez régulièrement chez vous, vous les mettez en fond d'écran, vous faites des petits panoramas, des choses comme ça, diaporamas pardon, ou pour les publier sur les réseaux sociaux, même si on imaginait que tout le monde était passé aux écrans 4K, ça veut dire que votre photo sur un écran 4K elle va s'afficher en 8 mégapixels dans tous les cas. Donc
tous ces appareils photo-là produisent exactement la même photo. Et quand je mets mes photos en plein écran, je vois absolument pas de différence entre le 1100D et le Alpha 7R3 avec le Pixel Shift. Il n'y a pas de différence quand on le regarde en plein écran, en 8 mégapixels, c'est exactement pareil. Donc voilà, première chose à noter. Je trouve que c'était pas l'objet d'en faire une question complète, tellement c'était évident. Et question 0 bis, la question de la basse lumière. On dit souvent quand on a un capteur avec beaucoup de mégapixels, la basse lumière va être moins bonne. En réalité, c'est vrai au niveau du pixel. Donc c'est vrai en vidéo, parce qu'en vidéo, en réalité, on va lire le signal sur des pixels et ensuite ça va être extrapolé pour faire du 4K, donc du 8 mégapixels. Donc si le pixel que vous allez lire et que vous allez récupérer pour faire votre signal vidéo a plus de bruit, ça va se voir dans la vidéo. Par contre, en photo, c'est pas le cas. En photo, j'ai fait vraiment plusieurs tests et quand on regarde à cadrage égal, un A7 III et un 7R3 avec les mêmes objectifs, dans les mêmes conditions, etc., j'ai absolument pas vu de différence en basse lumière. Le résultat est exactement le même. Après, si vous zoomez au niveau du pixel, évidemment, vu que vous zoomez plus sur le A7R3, vous allez voir plus de bruit. Mais à cadrage pareil, c'est pareil. Ce sera vrai, cela dit, en photo, si on commence à envisager les tirages d'art. Et ça, on y reviendra un petit peu après. Là, on pourra commencer à voir une petite différence, effectivement. Et puis la question de la dynamique aussi, pour débunker un dernier mythe. J'ai, moi, selon mes tests, repéré qu'il y avait environ un tiers de stop de dynamique en plus sur le A7 III par rapport au A7R3, donc une légère différence. C'est quand même très faible par rapport à ce qu'on peut avoir entre deux boîtiers. Mais voilà, c'est assez limité, donc pour moi, c'est pas forcément lié à la définition du capteur, etc. Donc la première grande question qu'on va se poser, c'est pour faire des impressions pour de la déco, pour chez vous, pour faire des tirages, pour mettre au mur, pour faire des livres photos. Voilà, l'usage un petit peu normal, on va dire, de la photo, l'usage habituel de la photo. Dans ce cas-là, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la distance de visionnage standard. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est assez simple. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je sais que souvent, sous les dernières vidéos, vous m'avez parlé du cercle de confusion. Je sais qu'il intervient là. En gros, ce que ça veut dire, c'est que notre œil est capable de percevoir jusqu'à un certain niveau de détail. Selon la distance, évidemment, parce que si on s'éloigne, on verra le détail le plus petit qu'on peut voir sera plus gros que si on regarde plus proche. Donc ça, c'est assez logique. Et donc cette distance de visionnage sur la photo entière, pour moi, c'est ça le principe. Quand on fait des tirages chez soi, comme les tirages là, le but, c'est qu'on va passer à côté, on va les voir à distance pour pouvoir apprécier la photo dans son ensemble. Et donc, du coup, on ne va pas se rapprocher et coller le nez dessus. Ce n'est pas le but quand on a des photos décoratives. Et donc, cette distance de visionnage, qui augmente avec la taille de notre impression, implique en gros que toute photo qui a plus de 4,2 mégapixels va apparaître exactement de la même manière une fois qu'elle est imprimée. Donc ça, c'est dans la théorie, parce que votre photo de 4,2 mégapixels aura peut-être des légers défauts qui seront à peine plus visibles, mais il faut vraiment avoir un œil de lynx. Mais en gros, gardez ça en tête, c'est que en dessous de 4,2 mégapixels, quand je regarde à une distance standard une photo, je vais voir des défauts. Au-dessus de 4,2 mégapixels, je vais voir la même chose systématiquement. Donc une photo de 40 mégapixels, ou 20 mégapixels, ou 10, ou 4, je vais la voir de la même manière. C'est ce qui se passe par exemple sur les affiches publicitaires. Quand vous regardez dans la rue, vous voyez des fois des énormes panneaux de 10 mètres par 15 mètres. Les pixels sont énormes, enfin la définition est absolument ridicule dessus. Et on fait ça depuis très longtemps. Même les premiers numériques faisaient des photos qui partaient sur des grands panneaux d'affichage. Mais comme on les regarde de super loin, ça passe très bien, il n'y a aucun souci. On n'a pas l'impression de voir des défauts dessus. C'est un petit peu la même chose avec la presse. Si vous regardez de très près et que vous voyez la trame, c'est absolument dégueulasse. Mais quand on le regarde à distance normale, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'est une première chose qu'il faut noter, c'est que pour l'impression déco chez vous, vraiment, vous prenez absolument pas la tête, vous n'avez absolument pas besoin d'appareils photo avec des super capteurs. Vous pouvez même prendre un vieil appareil photo si vous êtes intéressé par le plein format. Prenez-vous un vieil appareil photo plein format qui peut-être avait 10 mégapixels, ça suffit déjà largement. La question numéro 2, qui est une question importante, c'est la question plutôt des impressions d'art. Donc c'est-à-dire là, si votre objectif, c'est peut-être un jour, peut-être pas forcément tout de suite, peut-être vous n'êtes pas encore photographe, artiste, vous voulez faire des expos, etc. Mais vous voulez vous dire, je veux au moins me donner les moyens, peut-être d'un jour, de faire ça. Et donc, les photos que je vais prendre aujourd'hui, peut-être, pourront apparaître dans une expo dans 5 ans, 10 ans, j'en sais rien. Et là, la question est différente, parce qu'en fait, la distance de visionnage ne sera pas la même. Vous avez sûrement, vous, probablement déjà été voir des expos, aller voir des tableaux, et vous avez sûrement déjà vu des gens qui voyaient des photos dans des expos. Et en général, quand on voit une photo dans une expo, on la regarde de loin, et puis souvent, on va se rapprocher pour regarder un peu des détails, et puis regarder des choses, et plonger à l'intérieur de la photo. C'est vraiment ça l'intérêt de la photo d'art, entre guillemets.
Après, vous pouvez même avoir cette envie-là chez vous, quelque part, peu importe. Et là, du coup, la distance de visionnage, elle n'est plus du tout la même. Et donc, ce qui va nous intéresser là, c'est d'avoir suffisamment de détails quand on est à la distance minimale, c'est-à-dire quand on se rapproche à 25-30 cm du tirage, de continuer à avoir suffisamment de détails. 25 cm, c'est à peu près la limite au-delà de laquelle notre œil n'arrive plus à faire la mise au point. Donc, c'est pas la peine d'imaginer être à 10 cm. Alors, moi, je suis myope, alors du coup, je peux faire la mise au point encore un peu plus près, peut-être à 20 cm, quand j'enlève mes lunettes. Pratique pour la macro, d'ailleurs. Mais voilà, 25 cm en gros. Donc, quand on garde 25-30, là, ce qui va être intéressant, ça va être la définition de l'impression. Et cette fois-ci, on ne va pas la compter en mégapixels, on va la compter en dpi, en dot per inch, en points par pouce. Ou en PPP en français si vous voulez. Et là où sur la première question, quand on se disait on va garder la distance de visionnage standard, et ben les DPI changent en fonction de la distance qu'on va avoir, comme je vous disais, hein, le grand panneau dans la rue, il a un DPI qui est tout petit, peut-être, j'en sais rien, moi, 10 pixels par pouce peut-être. Là, quand on se dit que de toute façon la personne potentiellement peut se rapprocher très près pour regarder les détails, le DPI qu'on va considérer c'est 300. Parce qu'en gros, quand on est à 30 cm, on arrive à percevoir à peu près des détails quand on a 300 dpi. Quand on y va vraiment jusqu'à 25 cm, c'est 350, mais la plupart des imprimeurs qui font de la photo d'art ont ce standard de 300 dpi. Et donc, quand on a ce 300 dpi, 300 points par pouce, l'idée c'est d'essayer de faire coïncider le nombre de pixels avec le nombre de points par pouce. Et donc, quand on a une photo de 24 mégapixels, si on l'imprime en 300 dpi, on est limité à un tirage de 50 par 33 cm. Ce qui n'est pas si énorme que ça. Là, sur cette photo-là, par exemple, hop, ben, 50, on est déjà là. D'accord? Donc, je dois être à 33, donc on a... prenez cette photo-là, vous la coupez un petit peu, et c'est ce à quoi on est limité avec un capteur de 24 mégapixels quand on veut cette fameuse résolution de 300 dpi. Avec un capteur de 42 mégapixels, on est limité à 67 par 45, donc c'est à peu près la longueur qu'on a là, et un petit peu plus large. C'est pas beaucoup plus gros qu'avec 24 mégapixels finalement. Alors pourquoi? Parce que quand on a 42 mégapixels, c'est presque le double de 24, c'est 1,8 fois plus, 1,75 fois plus. Mais en réalité, ce qu'on multiplie, c'est pas la hauteur et la largeur, c'est la surface totale. Donc quand on multiplie la surface totale, la largeur et la hauteur sont moins augmentées que la surface. Donc voilà, 67 par 45 si vous utilisez les 42 mégapixels. Et si vous voulez faire un tirage de 1 mètre de large, à ce moment-là, il vous faut un capteur de 80 mégapixels, ou une photo de 80 mégapixels. Donc vous voyez qu'en fait, dès qu'on parle de tirage d'art, les résolutions qu'on a actuellement sont finalement pas si folichonnes que ça. Et on peut comprendre qu'il y a des personnes qui soient intéressées pour acheter des boîtiers, utiliser des boîtiers qui font 100, 150, 200 mégapixels, comme on peut avoir chez Hasselblad et compagnie. Donc voilà, ça c'était la question numéro 2. Question numéro 3, la question des recadrages. Typiquement, ça va dépendre du type de photo que vous faites. Si vous faites du portrait, si vous faites de la photo de rue, généralement, vous allez faire votre recadrage à la prise de vue et en général, vous n'allez pas y retoucher ensuite parce que c'est un feeling au moment où on prend la photo. Et donc, dans ce cas-là, vous n'allez quasiment jamais recadrer votre photo. En photo de paysage, par exemple, c'est très différent. Très souvent, on va avoir l'horizon qui n'est pas forcément droit. Donc, on va rebouger un petit peu pour remettre l'horizon à droit et ça va enlever une petite partie de la photo. Parfois même on voudra enlever un petit peu les bords parce que dans les bords la photo sera un petit peu moins nette, donc on voudra enlever ce bout là. Souvent, moi personnellement, j'aime bien passer en 16/9. Et donc tout ça fait que si on fait par exemple juste ça, remettre l'horizon droit et passer en 16/9, on a environ 30% de perte de mégapixels sur notre photo. Donc finalement notre appareil qui faisait des photos de 42 mégapixels me donne à la fin une image utilisable de 30 mégapixels. Et de la même manière, si vous étiez sur 24 mégapixels, vous passez à 18. Donc ça commence à faire un peu moins. Ensuite, on a aussi la question du crop. Donc là, le crop, en gros, c'est je vais volontairement retailler dans ma photo parce que je veux enlever des parties de ma composition. Et il peut y avoir deux raisons. Ça peut être un cadrage raté, c'est-à-dire que vous dites c'est super beau mais j'ai pas le temps, je fais un cadrage large et je recadrerai ensuite, je cropperai ensuite. Ou bien, voilà, c'est la photo de sécurité mais vous n'avez pas vu la compo au moment de la prise de vue. Ou l'autre, c'est le sujet est trop petit, je zoome au maximum et le sujet est encore trop petit, je veux recropper à l'intérieur, ce qui se passe souvent en animalier en particulier. Et donc en gros, entre 24 et 42 mégapixels, en théorie, je prends cet exemple-là, mais vous ferez la comparaison avec la même chose chez Nikon ou Canon, mais de toute façon, on est un petit peu dans ces standards-là. En théorie, on peut cropper jusqu'à 1,75, c'est-à-dire multiplier par 1,75 notre focale et avoir le résultat équivalent. C'est-à-dire, je prends une photo
à 100 mm avec mon 24 mégapixels et avec mon 42 mégapixels. Dans mon 42, en théorie, je peux recropper pour avoir un cadrage équivalent à 175 mm. Ça, c'est la théorie. En pratique, de ce que j'ai observé, comme on va aussi augmenter un petit peu les défauts de l'optique, on va zoomer un peu dans le vert, entre guillemets, je trouve qu'on est généralement plus proche du 1,5 que du 1,75. Donc en gros, voilà, si vous faites votre photo à 100 mm, vous allez pouvoir zoomer jusqu'à 150 et avoir la même qualité d'image que si vous aviez pris au 100 mm sur le 24 mégapixels. Ou dit autrement, un 200 mm sur un 42 mégapixels peut vous donner une photo équivalente à un 300 mm sur un 24 mégapixels. Donc ça, c'est un petit avantage quand même. Question numéro 4. Je me suis posé la question de me dire, mais si on a plus de pixels, normalement, on devrait pouvoir tirer les curseurs plus loin dans Lightroom sans que ça commence à faire des choses dégueulasses. Parce que souvent, quand ça fait des choses pas propres, ça fait ce qu'on appelle la bouillie de pixels, quand on tire la clarté, quand on tire la netteté, etc. Et donc, quelque part, si le niveau de pixels est plus fin, on devrait moins avoir ces problèmes-là. Donc, j'ai pris ces fichiers-là et je leur ai rajouté 50 de clarté et plus 100 de netteté, pour vraiment y aller très fort, quoi. Et là, pour le coup, c'est un petit peu différent, parce que quand on rajoute ces paramètres-là, même en plein écran, on voit déjà une différence entre le 1100D et le A7R3 par exemple, et on voit aussi une différence sur le 70D et le A7R3. Et donc on a moins besoin de zoomer dans la photo pour commencer à avoir des différences, donc les différences apparaissent plus vite. Donc c'est bien le cas effectivement, plus vous avez de mégapixels sur votre capteur, plus vous pouvez tirer fort sur les curseurs. Maintenant, ça dépend des curseurs en fait, en réalité, parce que quand je regardais l'effet du curseur de netteté, je me suis rendu compte évidemment que les défauts, on les voyait plutôt sur le A7, sur le 24 mégapixels que sur le 42 mégapixels. On les voyait on avait moins besoin de zoomer pour voir les défauts. Sauf que quand j'étais zoomé au même niveau, j'avais l'impression que la photo à 42 mégapixels était moins nette que celle à 24 mégapixels. Et c'est logique, parce que la netteté va se faire au niveau du pixel, et donc elle va mieux ressortir sur un capteur où les pixels sont plus gros, c'est logique. Donc en fait, pour avoir le même effet sur mon 42 mégapixels, je dois pousser la netteté plus loin, en réalité. Toujours à cadrage égal. Donc, c'est pas tout à fait une comparaison honnête, quelque part, sur la question de la netteté, en tout cas, parce que je pense qu'on aura les mêmes défauts une fois qu'on aura mis le même niveau de netteté, tant qu'on cherche le même cadrage, encore une fois. Encore une fois, si on pense photo d'art, si on pense regarder au niveau du détail, dans ce cas-là, le capteur qui a une plus haute résolution sera gagnant parce qu'on pourra plus tirer sur le curseur. On pourra faire l'effet plus fort. Pour la clarté, par contre, c'est pas exactement la même chose, parce que la clarté va agir sur l'ensemble de l'image, mais agit quand même au niveau des micro-contrastes. Et quand on a plus de pixels, on a plus de micro-contrastes qui apparaissent et ils sont plus fins. Et donc, on arrive à avoir le même effet en poussant à 50 des deux côtés, sauf que la bouillie de pixels apparaît beaucoup plus tard sur le A7R3. Donc on peut, dans ce cas-là, plus pousser sur les curseurs. Donc voilà, je trouvais ça intéressant quand même de comparer ça, parce que dans mon esprit, je m'étais dit que dans tous les cas, on pouvait plus pousser sur les curseurs. En fait, c'est pas tout à fait le cas, parce qu'il y en a d'autres où il faudra pousser plus sur le curseur pour avoir le même effet, en fait. Et puis la question 5, que je me posais aussi au moment de choisir mon appareil, c'était mais si j'ai plein de mégapixels, je pourrais peut-être en fait m'acheter 3-4 focales fixes et puis tout shooter avec ça, et puis je pourrais profiter d'avoir tant de mégapixels pour zoomer dans mes photos, et du coup remplacer les zooms par des focales fixes. Et en fait, en réalité, pas tout à fait, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut à peu près cropper x1,5 dans sa photo, ce qui n'est pas si énorme que ça. Et donc en gros, si je voulais avoir à peu près toute la plage focale en focale fixe, il me faudrait à peu près, en gros, si je vous donne un exemple avec un 20 mm, je pourrais cropper jusqu'à l'équivalent d'un 30 mm pour avoir toujours le même résultat. Modulo la question du flou d'arrière-plan, etc. Mais bon, si on n'est pas trop regardant, c'est le cas. Mais c'est pas tant que ça, en fait, ça me ferait l'équivalent d'un zoom 20-30, en fait, entre guillemets. Et donc en fait, il faudrait pas mal de focales fixes si je voulais tout faire. Il me faudrait genre un 12 mm, un 15, un 20 mm, un 35, un 50, un 85, un 135 et un 200. Donc finalement, quand même pas mal d'objectifs. Donc je pense que c'est pas une bonne formule. Pour le coup, c'est pas parce que vous avez beaucoup de mégapixels que vous allez pouvoir emmener moins d'objectifs. Ça peut être le cas uniquement sur les longs téléobjectifs, parce que là, vous allez gagner en distance à laquelle vous pouvez photographier quelque chose, en grossissement si vous voulez. Et donc du coup, dans ce cas-là, ça peut être intéressant parce que ça peut vous permettre de partir avec un 70-200 plutôt que de prendre un 300 mm par exemple. Ça peut permettre de prendre un 100-400 plutôt qu'un 150-600. Et là, c'est vraiment un avantage qui est très intéressant en termes de poids et d'encombrement. Donc voilà, on a fini un peu avec ces grandes questions. Et donc, sur quoi vous pouvez baser votre décision? J'ai plusieurs petits critères, donc on va en discuter tout de suite.
En gros, pour la vidéo, c'est très très simple, il y a deux choses à prendre en compte. Si pour vous la basse lumière est super intéressante, vous filmez souvent dans le noir, souvent dans des ISO élevés, vous aurez un bien meilleur résultat avec un capteur qui a moins de mégapixels que beaucoup de mégapixels. C'est aussi pour ça que Sony sort un boîtier spécial pour la vidéo qui a que 12 mégapixels. Mais on ne les voit pas sortir des boîtiers pour la photo avec 12 mégapixels. Et même les gens qui font des photos à ISO élevé en général préfèrent avoir des capteurs avec plus de mégapixels quand même, l'air de rien. Ensuite, parce que 12 c'est quand même pas beaucoup, l'air de rien, quand on veut commencer à travailler un petit peu ses photos. Par contre, si pour vous ce qui compte c'est de pouvoir utiliser le mode crop, par exemple, si vos sujets sont souvent loin, si vous voulez avoir plus de flexibilité avec le même objectif, dans ce cas-là, c'est plus intéressant d'avoir un capteur plus gros, parce qu'en vidéo, vous allez pouvoir filmer en 4K, y compris en mode crop, y compris en faisant x1,5, vous allez pouvoir continuer à filmer en 4K, alors que ce n'est pas le cas quand vous avez un boîtier avec un capteur de 24 mégapixels par exemple. Donc voilà, pour la photo maintenant, parce que c'est ça qui nous intéresse. Pour l'usage courant, comme vous avez pu le voir, 42 mégapixels c'est beaucoup trop. C'est vraiment pas nécessaire, ça fait aussi des gros fichiers, mais ça c'est pas trop gênant quelque part. À l'usage, on s'y fait sans trop de soucis, il suffit de bien gérer ses fichiers. Pour la question du recadrage, dans les photos, de pouvoir cropper ses photos, très honnêtement, c'est un confort. C'est un confort qui est très appréciable et quand on sait qu'on peut le faire, on l'utilise plus. Mais c'est pas indispensable, c'est-à-dire qu'avec un peu d'effort et technique, vous n'avez pas spécialement besoin de ça, donc je ne pense pas que ce soit suffisant pour justifier d'acheter un boîtier avec un capteur avec beaucoup de mégapixels. Et comme je vous disais, même en paysage, quand on est dans un usage courant, on a quand même de la marge entre tous les recadrages, les crops qu'on veut faire, remettre l'horizon, passer en 16/9. Si notre but c'est de ne pas aller en dessous des 4,2 mégapixels nécessaires pour qu'on puisse voir la photo correctement, franchement vous avez de la marge quoi. Vous pouvez y aller, sur les retouches aussi, vous pouvez y aller méchamment quoi. Donc il n'y a pas de souci en fait, pour ça, pour un usage courant, il n'y a vraiment pas de problème. Par contre, vous avez bien vu que pour tout ce qui est photos d'art, toutes les photos où on voudrait que, quand on les montre aux gens, ils puissent zoomer dedans. Alors vous avez un petit peu cet effet-là aussi maintenant sur Internet, il y a des sites où on peut afficher les photos et zoomer à l'intérieur et se balader dans les photos. Donc voilà, mais c'est plus quand même quelque chose qu'on va faire sur une photo qui est imprimée, qui est tirée. Et donc, je suis parti où là ? Voilà, donc pour les photos d'art, ça fait une grosse différence. Et donc là, vous pouvez le voir sur le premier fichier que je vous ai mis. Amusez-vous à passer du 1100D au A7R3 et vous verrez l'énorme différence que ça représente quand on regarde au niveau du détail, quand on zoome fort sur la photo, quand on zoome à 100%, parce que quelque part, on va regarder au niveau du pixel quand on est en photo d'art, quasiment. Et donc la différence est vraiment très très importante quand on est dans ce cadre-là. Et il y a une question de confort d'utilisation, pour moi, qui n'est pas si faible que ça, comme je vous disais pour le crop, pour pouvoir décider du cadrage en post-production, et pour pouvoir être plus souple dans ses retouches, si vous retouchez beaucoup vos photos. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on fait souvent en photo de paysage. En portrait, on va beaucoup moins retoucher ses photos. Donc voilà, ça dépend vraiment du type de photo que vous faites. Et puis, je vous avoue qu'il y a quand même un côté très plaisir quand on est dans Lightroom, qu'on zoome à 100% sur la photo, et qu'on est juste bluffé par le niveau de détail qu'on a, même en zoomant à 100% dans la photo, et de dézoomer et de se dire, mais j'étais sur cette petite portion-là, et j'aurais pu cadrer mon truc et quasiment en faire une photo elle toute seule, quoi. Alors l'optique aussi joue pas mal là-dedans, mais ça fait quelques mois maintenant que j'ai mon A7R3, c'est d'ailleurs la première vidéo que je tourne avec là, et je suis toujours bluffé, enfin chaque fois que je suis dans Lightroom, je zoome, je dézoome tout le temps juste pour faire « Ah, c'est trop bien !» Mais ça c'est un petit plaisir personnel, ça va pas rendre mes photos plus belles, ou ça va pas se voir quand je vais la poster sur Facebook, Instagram, ou même quand je vais l'imprimer au mur et que les gens vont juste passer devant. Donc voilà, mais ça fait partie du plaisir. Donc voilà, on a fini un petit peu avec le tour de la question, j'espère que ça vous aura aidé, c'était un petit peu technique, un peu mathématique, je suis sûr que vous aurez plein de commentaires, et notamment j'en attends quelques-uns où je sais qu'ils vont me corriger sur plein de choses, mais c'est pas grave, c'est comme ça aussi qu'on progresse, donc c'est intéressant, donc n'hésitez pas à aller lire les commentaires aussi, mais j'espère que ça vous aura aidé un petit peu à vous forger un peu votre opinion pour savoir sur tous ces nouveaux boîtiers qui sortent, est-ce que vraiment avoir 40 ou 45 mégapixels, ça va changer beaucoup de choses pour vous ou pas? Pour moi, je sais que ça va changer quelque chose, parce que je commence maintenant... Enfin, j'aime de plus en plus mes photos, c'est bête, hein, je tombe amoureux de mes photos alors que je sais qu'elles ne sont pas forcément super appréciées en dehors, mais en même temps je les prends parce que je les aime et parce que c'est mon goût, et je sais que souvent des photos que j'aime moins, mais que je poste, elles ont plus de likes que celles que j'aime beaucoup, donc peu importe, c'est question de goût après. Mais voilà, j'aime pouvoir me balader dedans, et j'aime me dire que j'ai envie de les imprimer de plus en plus, les imprimer en grand, et j'ai envie de pouvoir les regarder de près, et là celle-là, quand je la regarde de près, bah, c'est pas beau quoi, c'est un peu bouilli, etc. Et donc voilà, donc ça c'est mes raisons personnelles, parce que j'aime bien aussi pouvoir être libre à la prise de vue, de pouvoir ensuite recadrer dans ma photo, même assez méchamment,
Voilà, tout ça, ça correspond à ma pratique photo. Après, je vous dis, vous êtes photographe de portrait, et votre habitude, c'est de faire votre cadrage parfait au moment où vous prenez le portrait, et ensuite d'aller plutôt jouer un petit peu sur la peau, sur la douceur, et quelques petites retouches légères sur les couleurs. Vous n'avez aucun besoin, absolument, ouais, et vous ne faites pas de la photo d'art. De toute façon, pour du portrait, on va rarement aller regarder ce qu'il y a au fond de l'œil. Alors que sur une photo de paysage, on a envie d'aller voir les détails. Donc encore une fois, c'est une pratique différente, même en galerie, en fait, j'ai envie de dire. Donc voilà, vous savez tout, j'espère que ça vous aura aidé, et puis comme je vous dis, abonnez-vous à la chaîne comme d'habitude, mettez un petit pouce si ça vous plaît, mettez la cloche pour être averti des nouvelles vidéos, et puis on se retrouve dans les commentaires, parce que je suis sûr qu'il va y avoir plein de choses qui vont se raconter, et ce sera très intéressant. Allez-y, critiquez aussi ma façon de faire, comment on appelle, mon protocole de test. Je sais qu'il n'est pas parfait, mais c'est le meilleur que j'ai pu faire à l'instant T. Et je commence maintenant à vous mettre des fichiers sur le site. Je vais essayer de le faire de plus en plus dans tous mes tests matos, pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion aussi. Voilà, merci, à bientôt, ciao.